Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de Mindex Talks. Et aujourd'hui, je veux vous donner toutes les clés pour optimiser votre GEO. Voici une vérité simple, le GEO n'est pas l'opposé du SEO, c'est son évolution. Depuis quelques mois, le jeu du marketing digital a changé. Les IA comme ChatGPT, Perplexity ou Gemini sont de plus en plus présentes. L'objectif n'est plus seulement de ranker et de se positionner sur Google, mais ça va être aussi maintenant d'être cité par ces IA lorsque des utilisateurs vont lui poser des questions. Le GEO reprend exactement les mêmes fondamentaux que le SEO traditionnel. Et tout comme le SEO, il repose sur trois grands leviers. Mais il y a quelques différences car le GEO nécessite souvent quelques actions supplémentaires, quelques touches pour aller plus loin dans l'optimisation. Aujourd'hui, je vais te montrer comment activer cela sur ton site pour que tu sois à la fois visible dans Google, mais aussi dans les moteurs de recherche génératifs. Premier point, la technique. En effet, comme pour le SEO, l'objectif premier, c'est de rendre son site le plus possible lisible et que les LLM puissent capter et comprendre votre contenu. S'ils n'arrivent tout simplement pas à crawler vos pages, vous allez avoir des vrais problèmes et en fait, vous ne pourrez pas être cité dans les réponses. Donc, on va regarder certains points assez simples. Par exemple, la configuration du robot TXT. Être sûr que ce robot TXT ne bloque pas, par exemple, les bots des LLM comme GPT-Bot pour ChatGPT. Le second point, c'est le rendu HTML. Il est important en effet que votre site soit principalement en HTML et au moins son contenu. Si on a un site en full JS, c'est-à-dire tout est généré côté client, ça peut poser des problèmes au niveau des LLM qui ne vont pas lire ou très peu lire le JS et donc il faudra mettre en place la technologie du rendering, du pré-rendering de votre site. Ça se fait aussi déjà en SEO parce que Google, même s'il arrive à lire le JS, c'est plus compliqué pour lui et il a tendance à moins crawler votre site si votre site il est en full JS. Mais c'est à appliquer encore plus côté LLM parce qu'on est quasiment sûr que si votre site est trop en JS, il ne sera pas compris et pas lu par les LLM et donc vous aurez beaucoup moins de chances d'être cité dedans. Autre point, la clarté et la structure HTML de votre page. Vous allez tout d'abord essayer d'utiliser des titres pertinents. On va utiliser le H1 pour le titre du contenu de la page, des H2 pour chaque grande partie de ce contenu-là, puis des H3 pour les sous-parties, etc. En structurant bien votre contenu, on facilitera la compréhension des LLM de votre page et de son contenu et donc ils pourront plus facilement le reprendre dans les réponses qu'ils fourniront aux utilisateurs et vous citer aussi plus facilement. Autre point important, et c'est même l'un des plus importants, c'est bien structurer son contenu avec ce qu'on appelle les données structurées. Donc l'objectif, ça va être de rajouter de nouvelles balises, souvent en JSON, pour que votre contenu soit encore plus facilement compréhensible par les crawlers, que ça soit Google, mais bien sûr les LLM aussi. Donc on va pouvoir indiquer par exemple que ce type de contenu-là est un produit, qu'on a une question et une réponse sous format FAQ. On a encore un article de type news avec un auteur, une date de publication et plein d'autres informations de ce type. C'est en structurant ces données avec du JSON que les LLM pourront le comprendre très rapidement, de quoi il parle, quel type de contenu c'est et donc favoriser le fait de le citer ou de l'utiliser comme source. Et enfin, on peut aussi parler du HTML5, c'est-à-dire que si le contenu de votre page est bien structuré avec du HTML5, c'est une couche supplémentaire de HTML, c'est-à-dire qu'on va lui indiquer quel est le contenu principal de la page. S'il y a des contenus dans la page, mais qui ne sont pas du contenu principal, c'est intéressant de l'indiquer. Et toutes ces informations-là vont permettre donc aux IA de comprendre facilement, rapidement et de favoriser les citations de votre marque et le fait que vous apparaissez en tant que source. Autre point qui est plus en rapport avec celui du robot TXT, c'est le blocage qui pourrait être dit accidentel. Vous avez pu par exemple configurer sur un DNS de type Cloudflare ou sur certains autres outils un bloqueur de crawler pour éviter que certains crawlers crawlent trop votre site et prennent de la charge sur votre serveur. Et Cloudflare, par exemple, permet de bloquer les crawls IA. Si vous souhaitez ressortir sur l'IA, forcément, il faut éviter d'activer cette fonctionnalité-là. Sinon, vous allez fortement impacter les chances que votre site ressorte dans les LLM. Deuxième pilier, le contenu. Le voyait déjà avec Google, travailler aujourd'hui une page en SEO seulement sur un mot-clé, c'est plus forcément ce qui marche. On est aujourd'hui obligé de travailler sur un mot-clé, sur son champ sémantique associé. C'est-à-dire,
Si vous parlez d'un sujet, vous allez parler aussi des différents sujets qui sont directement reliés. Au niveau des LLM, on est dans cette optique-là et on va même un petit peu plus loin, car les IA, elles raisonnent vraiment sur des concepts. L'objectif, ça va être donc de couvrir le plus possible un sujet de manière exhaustive en reliant les différents sujets entre eux et donc d'être le plus riche sémantiquement possible dans son contenu. Deuxième point important, tout ce qui est EEAT. Donc cette notion de EAT, expertise, expérience, autorité et confiance, c'est une notion qui nous provient de Google à la base et qui a été reprise en partie par les LLM pour qu'on leur fournisse du contenu de qualité. Et l'objectif, ça va être qu'on puisse prouver une certaine expertise dans le domaine sur lequel on parle. Par exemple, si on a un auteur qui est reconnu dans le domaine, bah, c'est toujours qualitatif. Ça va être aussi d'avoir de l'expérience, toujours grâce à cet auteur ou, par exemple de partager des études de cas réels, de citer des sources, de faire des citations de personnalités, qui ont pu parler sur votre sujet. Ça va être tous ces éléments-là qui vont permettre de renforcer la qualité de votre contenu et de favoriser sa reprise par les moteurs génératifs. Donc il va falloir vraiment éviter d'avoir des contenus trop pauvres, trop génériques, impersonnels et qui ne porteront pas de plus-value. Autre point, avoir des blocs de contenu autonomes. Pour les IA, c'est hyper important d'avoir, par exemple, des paragraphes qui se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque paragraphe doit traiter d'une information complète et qu'on n'ait pas besoin de lier 2 ou 3 paragraphes ensemble pour comprendre le sens de ce qu'on veut dire. Ça, c'est vraiment aussi une notion de plus en plus importante avec les IA qu'on n'avait pas forcément avec Google. Parce que l'IA va en fait extraire, le contenu et le trier souvent par blocs différents. Donc d'où l'importance de la structuration qu'on avait pu voir avant, mais cette structuration, elle doit se faire avec du contenu donc et complet à chaque fois, sur chaque paragraphe. On va pouvoir aussi rajouter des éléments qui sont bien pris en compte et appréciés par les IA. Par exemple, un contenu qui peut bien marcher avec des IA, c'est un contenu qui va contenir des questions-réponses sous format notamment de FAQ. Avec la donnée structurée FAQ page, on va mettre une question qui peut être en H3 par exemple, la réponse en dessous. Il faut que la réponse, elle soit quand même suffisamment longue, hein. Le but, c'est pas d'avoir juste deux trois mots, c'est de pouvoir répondre totalement à la question en deux trois phrases, pas trop longues, pas trop courtes. On peut avoir des tableaux. Les LLM aiment bien tout ce qui est comparatif et donc les tableaux peuvent être idéaux pour répondre à cela. Après aussi, on peut avoir des listes de puces ou de numérotation et il y a plein donc d'éléments de ce type-là qui plaisent, beaucoup aux LLM et qui favoriseront votre reprise dans ces moteurs-là, dans ces technologies-là et qui vous permettront donc d'apparaître comme source ou, aussi d'être cité en tant que marque. Le dernier point, c'est celui de la notoriété externe. Cette notoriété externe-là, elle se rapproche un peu de la notion off-site et donc la notion de backlink qu'on peut avoir en SEO. C'est-à-dire qu'on va essayer d'apparaître dans des sites qui ne sont pas le nôtre et de recevoir non pas ici un backlink, mais plutôt une citation. C'est ça la grosse différence. En SEO, l'objectif, c'était avant tout d'avoir un lien souvent, sur le mot-clé que l'on travaillait sur la page de destination de ce lien-là. Là, ici, l'objectif, ça sera plus d'avoir un lien. L'objectif, ça va être d'être cité en tant que marque. Donc si vous apparaissez dans une source reconnue, l'objectif, ça va être, par exemple, que vous citiez votre marque plusieurs fois en la mettant en avant de manière positive pour que, le LLM, il reprenne votre marque et il puisse le faire apparaître dans les réponses. Donc cette citation géo, elle est vraiment importante pour, tout simplement, être visible sur ces LLM. Après, où est-ce qu'on apparaît? Où est-ce qu'on essaie d'être cité? Alors, il y a peut avoir plusieurs endroits où on peut essayer d'être cité. Des outils comme Mindex, vont pouvoir vous lister tout un ensemble de sites qui apparaît comme source par rapport aux questions que vous avez pu poser au LLM. Donc, on va pouvoir voir notamment des sites de grands médias. On va aussi pouvoir voir beaucoup de réseaux sociaux comme, Reddit, YouTube, LinkedIn. Ça va vraiment dépendre, du LLM, hein. Certains utilisent plus certains réseaux que d'autres et on va avoir aussi, bah, des sites de type blog qui peuvent aussi apparaître. Mais le but quand vous allez essayer d'augmenter votre nombre de citations et donc être publié sur d'autres sites, c'est pas de choisir n'importe quel site. Le but, ça sera plutôt de regarder les sources qui apparaissent et où, par exemple, sont cités vos concurrents et où vous n'êtes pas cité et
chercher à obtenir un article dessus où vous allez pouvoir être cité, mis en avant par rapport à vos concurrents. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien faire ce jeu de sélection de sources que l'on peut faire, voilà, avec Mindex. Les LLM aiment bien les comparatifs, donc il faudra souvent vous citer vous-même en premier ou parmi les premiers et souvent citer des concurrents indirects, si c'est possible, ou directs, mais en les mettant moins en avant. Donc il est souvent beaucoup plus intéressant de bien choisir ses sources, que ça soit, par exemple sur des bons médias, des blogs, très spécialisés ou des réseaux sociaux et d'apparaître dessus plutôt que de choisir n'importe quel type de site qui, par exemple, ne serait pas du tout repris par les LLM. Ça pourrait être, tout simplement une perte, d'argent. On a aussi, hein, une autre source que j'ai pas citée, mais qui peut être très intéressante pour les marques importantes, c'est bien sûr Wikipédia. Essayer de ressortir dessus peut être un vrai avantage. Pour faire un petit récapitulatif, hein, on a bien 3 grandes parties importantes. C'est assurer que les agents d'IA peuvent explorer et comprendre facilement votre site, en optimisant le robot TXT, en ayant du contenu HTML ou si on a un site en full JavaScript, en faisant un rendu SSR ou un rendu dynamique, en structurant correctement vos contenus avec des titres HN, des données structurées, du HTML5. Avoir un contenu sémantique avec une extraction facile pour les IA et donc avec une richesse sémantique profonde, avec un EAT qui est facile à démontrer, des blocs de contenu autonomes et par exemple certains éléments comme les questions-réponses, les FAQ, les tableaux, les listes de puces, les citations. Et enfin, donc cette partie, qu'on a vient de voir, construire la réputation sur des sources fiables pour, favoriser le fait d'être cité dans les moteurs de recherche génératifs. Si tu veux approfondir l'audit technique, l'analyse de citation, la stratégie géo sur mesure, alors abonne-toi. On en parle chaque semaine sur la chaîne. À bientôt.